Voilà, on va passer au séminaire et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Bruno Langlais de l'Université Bordeaux-Montaigne, qui est un spécialiste de la philosophie autrichienne, en particulier de Meinong. C'est pertinent pour le thème choisi pour l'exposé d'aujourd'hui, à savoir la théorie des assumptions. Et c'est un thème, c'est la raison pour laquelle je l'ai invité, c'est un thème qui est très important quand on s'intéresse au genre de choses dont j'avais parlé pendant 1 an. J'ai fait un cours sur fiction, simulation, faire semblant, où il y a l'idée que dans beaucoup de cas, l'attitude mentale vis-à-vis d'un contenu mental, c'est pas justement ce dont je parlais tout à l'heure, l'adhésion ou le rejet ou des choses de ce genre, c'est quelque chose d'un peu différent qui implique peut-être une notion de simulation, ou en tout cas, il y a tout un ensemble de notions apparentées qui font intervenir les cas où on se représente quelque chose sans que cette représentation soit de l'ordre du jugement ou de la croyance, mais d'une façon qui évoque plutôt ce qui se passe quand on fait une supposition, ou quand on imagine, etc. Et il y a beaucoup de littérature sur ces questions. C'est un thème vraiment très très central, très important. Il sera, je pense, il y aura une allusion à cela faite dans l'exposé de Pierre Jacob. Je pense que c'est la semaine prochaine. Mais en tout cas, c'est intéressant de revenir aux sources parce que le principal théoricien de ces questions, c'est Meinong. Et en fait, ces théories sont très mal connues. Il est insuffisamment lu. Et donc, c'est vraiment très très bien d'apprendre de la bouche de quelqu'un qui connaît réellement ces théories, ce qu'elles sont et ce qu'on peut en tirer. Donc, on vous écoute. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je suis très heureux d'être ici. Je remercie le professeur Recanati. Je remercie aussi Romain et Mariam Dinani, dont je ne sais pas si elle est là. Je vais en effet essayer de présenter un thème qui appartient à la philosophie du philosophe justement Meinong et qui porte sur la théorie des assumptions. Alors le terme assumption est un petit peu gênant en français. Il ne s'agit bien sûr ici en rien de quoi que ce soit qui connoterait un phénomène religieux. C'est pour ça que parfois j'emploierai le terme attitude assumptive ou, quand je le peux et sans risque d'ambiguïté, le terme supposition. Parce qu'on verra qu'il y a certaines suppositions qui, chez Meinong, ne peuvent pas être considérées comme des assumptions. Alors, Meinong, comme peut-être le savez-vous, c'est un philosophe qui a été à peu près contemporain de Russell et de Husserl et qui est plutôt négativement connu. Il est un étudiant du grand philosophe Franz Brentano, mais un étudiant qui très vite a été dissident, et j'expliquerai pourquoi un petit peu plus tard. Il est classiquement le fondateur de la théorie de l'objet. La théorie de l'objet, c'est une théorie, disons, avec une extension extrêmement vaste qui porte sur tous les objets qu'il est possible de connaître, de penser, de juger ou de supposer. Elle comprend aussi des objets auxquels personne n'a jamais pu penser, et c'est souvent ce qui a provoqué une sorte de rejet de la pensée de Meinong. À l'époque de Meinong, si vous voulez, si on lit les annotations que Meinong a pu écrire sur ses ouvrages de Husserl ou ce que Russell lui-même a dit de Meinong, on voit qu'il y a une parenté très puissante entre ce que Russell entendait par logique au début du XXe siècle, c'est-à-dire non pas une science composée uniquement d'une théorie des inférences valides, mais une sorte de quasi-métaphysique très puissante. Et il y a aussi une parenté assez importante avec ce que une grande partie de l'œuvre de Husserl présentait comme la phénoménologie. Il y a une sorte de chevauchement, si vous voulez, de thèmes entre ces trois grandes visions. Donc c'est par contre, comme vous le savez, une théorie qui a été plus ou moins critiquée vertement, notamment parce qu'elle semble supposer qu'il y a des objets non existants.
c'est-à-dire des objets qui sont par exemple des objets impossibles, comme le fer de bois, c'est un exemple pris par Meinong, ou le célèbre carré rond, ou encore la montagne d'or. C'est-à-dire que Meinong suppose que on peut soutenir qu'il y a, et je ne suis pas en train de dire qu'il existe, qu'il y a des objets qui ont des propriétés incompatibles, ou en tout cas que nous pouvons diriger nos pensées vers celles-ci. Donc c'est ce qui a, comment dire, suscité l'incompréhension chez la plupart chez une grande partie, disons, des contemporains de Meinong. Et j'essaierai d'éviter ce type de sujet, sauf quand je ne peux pas faire autrement dans la suite. C'est aussi, comme vous le savez peut-être, le fondateur du premier laboratoire de psychologie expérimentale d'Autriche. Il y avait toute une tradition expérimentale, justement, de psychologie en Autriche, et Meinong a tenté et a réussi à créer un laboratoire dans lequel a travaillé le célèbre Benussi, par exemple. L'école meinongienne, à proprement parler, c'est l'école de Graz, qui comprend des individus qui ne sont pas très connus par nous-mêmes, mais qui sont des gens comme Ernst Mali, qui a beaucoup travaillé et aidé à fonder la logique déontique, ou Aimé Césaire, entre autres. Alors, le meinongianisme, aujourd'hui, n'a pas disparu. Dans des perspectives que vous connaissez peut-être et qui sont de l'ordre de la métaontologie, c'est-à-dire des perspectives qui s'intéressent aux méthodologies qu'il faut admettre pour savoir quelle ontologie admettre, c'est-à-dire pour déterminer ce qui existe, on a un meinongianisme, ou un meinongianisme modal, qui sont représentés par exemple par des gens comme Francesco Berto aujourd'hui, ou plus anciennement par Richard Routelet ou Sylvan, et qui admettent en effet qu'il y a des objets qui ne sont pas des entités spatio-temporelles qui existent, que l'on peut quantifier à leur propos et que l'on peut très clairement en parler et les viser par des actes mentaux. Bon, je vais laisser tout ça de côté et me concentrer, comme l'a demandé le professeur Recanati, sur la fameuse théorie des assumptions de Meinong. Elle-même est peu connue en effet, et elle est assez controversée au sens où les problèmes qui la grèvent portent sur tout simplement sa pertinence. Est-ce qu'on a réellement besoin d'une théorie des assumptions? Est-ce que les assumptions sont des actes mentaux authentiques? Ou est-ce qu'ils peuvent être réduits à d'autres catégories d'actes mentaux, comme par exemple tout simplement des représentations ou des jugements? Pour déterminer ce que c'est que cette théorie, il suffit de dire que c'est en effet une théorie qui porte sur certains actes mentaux et sur leur relation avec les autres éléments de l'esprit. Cette théorie, de manière générale, elle a d'importantes conséquences pour la métaphysique de l'intentionnalité et aussi pour la théorie de la connaissance. Je vais m'en expliquer un petit peu plus loin. Et donc, les questions centrales que nous allons essayer d'envisager tout au long de cet exposé sont les suivantes. Est-ce qu'il est finalement pertinent d'admettre un concept d'assumption pour la vie cognitive et affective, parce qu'il y a aussi un sens à parler des assumptions ou des suppositions lorsque nous considérons la vie affective, ou bien est-il superflu? Et comme cette théorie a fait l'objet de multiples critiques, nous essaierons de nous demander si elles atteignent leur cible et sinon, pourquoi. Alors, je précise immédiatement que Meinong lui-même a souligné dans la deuxième édition du traité des Assumptions que le grand Frege avait en effet lui-même déjà pensé à la nécessité des assumptions, et il rappelle un passage de Fonctions et concepts, donc qui avait été écrit, publié 10 ans plus tôt, où Frege écrit
Cette séparation du jugement et de ce sur quoi l'on juge semble inévitable, sinon on ne pourrait exprimer une simple supposition, autrement dit la position d'un cas, sans juger en même temps de son occurrence. Donc ceci est un point important, hein, et comme vous le savez certainement parce qu'il en est, me semble-t-il, souvent question dans ces lieux, c'est une donnée importante du problème dit Frege-Gitsch, dont nous essaierons peut-être de parler un petit peu à la fin. Mais voilà, il est important, si vous voulez, de reconnaître à Frege l'intuition de l'importance des assumptions, tout simplement parce que si on admet que les représentations ne sont pas les seuls actes mentaux valides à côté des jugements, il nous faut bien un autre type d'acte mental tout simplement pour rendre raison de ce que nous faisons lorsque nous pensons à une proposition sans rien asserter à son propos. Il nous faut pouvoir la saisir, la considérer et peut-être choisir de l'asserter ou de ne pas le faire. Et c'est une reconnaissance de Meinong de l'antériorité de Frege sur ce point. C'est quelque chose que Russell avait lui-même remarqué dès qu'il a lu le traité des Assomptions, parce que Russell est un grand recenseur au début du XXe siècle des textes de Meinong, hein, et il souligne immédiatement que la façon dont Meinong traite psychologiquement des assumptions est parente de celle que Frege a remarquée et dont il fait un usage logique. Russell le souligne immédiatement, et c'est Lukasiewicz qui, à l'époque, lit avant Meinong la recension que Husserl a fait du traité des Assomptions et qui le communique immédiatement avec enthousiasme à Meinong. Hein. Donc c'était un élément assez important pour ces penseurs. Alors, si on essaie de rendre compte de manière, disons, assez basique de ce que c'est qu'une attitude assomptive, hein, c'est évidemment une attitude mentale. C'est-à-dire, c'est quelque chose comme un acte psychique, c'est une pensée. Cette pensée, elle a certaines caractéristiques qui vont la faire se distinguer des jugements et des représentations. Elle est d'abord affirmative ou négative, hein, c'est-à-dire que portant sur un objet complexe, elle va le qualifier positivement ou négativement. C'est aussi quelque chose que le jugement fait, hein, à propos de ces objets. Mais l'assomption, à la différence du jugement, est dépourvue de la conviction que l'on attribue classiquement aux croyances ou aux attitudes doxastiques ordinaires. C'est-à-dire que si je forme l'assomption que, comme nous disions tout à l'heure, le tigre ronronne, hein, je suis en train d'avoir un type de pensée qui vise quelque chose comme ce qu'on a appelé une proposition. Cette proposition existe ou n'existe pas, ce n'est pas vraiment le problème de qui émet une assomption, mais elle est qualifiée de manière négative ou positive, et elle consiste dans une certaine neutralité de pensée. Elle, si vous voulez, est indifférente à l'existence ou à l'inexistence de son objet. Ça, c'est véritablement le propre des assumptions. À chaque fois que nous formons une pensée qui n'implique pas, si vous voulez, que nous jugions ce qui est pensé, que nous fassions l'expérience d'une conviction qui est propre à celle du jugement, chaque fois que nous formons ce type de pensée que nous appelons ordinairement des suppositions, nous sommes en train de mettre en œuvre, si vous voulez, notre capacité à former des assumptions. Et donc, les assumptions, ce sont des pensées qui portent sur des objets complexes et qui sont, par nature, indifférentes à l'existence ou à l'inexistence de leur objet, et elles sont aussi indifférentes à la possession factuelle d'une propriété qui serait attribuée à un objet quelconque, précisément via ce processus assomptif. Et donc nous pouvons former l'assomption, vous voyez, tout simplement, qu'un chat est capable d'écrire des poèmes sans nous engager à quoi que ce soit en formant ce type de pensée.
Voilà, si vous voulez, les caractéristiques, disons, qui vont de pair avec ce que nous faisons lorsque nous formons des assumptions. Alors, en contexte meinongien, il est très important de bien voir quel type d'objet constitue l'objet des suppositions meinongiennes, des attitudes assumptives meinongiennes. C'est ce que Meinong appelle un objectif. Donc c'est un terme propre à Meinong et il désigne, si vous voulez, une entité qui est de type propositionnel, c'est-à-dire qu'elle est complexe et elle est structurée. Donc c'est, de manière très simple, c'est quelque chose qui est extrêmement proche de ce qu'on a appelé les propositions lorsque l'on considérait que les propositions étaient dotées d'une certaine réalité. C'est aujourd'hui assez proche de ce que l'on appellerait un état de choses. Le fait, si vous voulez, comment dire, si je pense au nombre de chaises qu'il y a derrière ce bureau, je suis en train de penser à 4 chaises qui sont alignées les unes vis-à-vis des autres, c'est un état de choses. Le fait qu'il y ait un micro sur ce bureau, c'est un état de choses. Le fait qu'il y ait un certain nombre de personnes dans cette salle, c'est aussi un état de choses. Le fait qu'une table soit rectangulaire, c'est encore un état de choses. Et on peut aussi imaginer des états de choses fictifs, comme par exemple un chat qui parle, ou bien des états de choses qui sont plus réels, comme un nuage sombre, des états de choses qui impliquent des comparaisons et donc des relations, par exemple un gazon qui est plus vert qu'un autre, des états de choses qui portent sur l'existence, comme celle d'un chêne centenaire, ou des états de choses qui portent sur des objets factuellement impossibles, semble-t-il, comme une montagne qui est faite d'or. Les objectifs, ou ces états de choses, disons, que je vais appeler non factuels pour l'instant, sont les objets dédiés, si vous voulez, pour les assumptions. Lorsque nous formons une assumption, nous avons quelque chose qui a ce type de complexité devant nous. Le point, évidemment, est que nous pouvons les former à volonté sans rien supposer de leur existence. Alors, c'est un élément qui a été très problématique en contexte brentanien, au sens où il y a réellement eu quelque chose comme une guerre conceptuelle et quasi politique entre Franz Brentano et ses étudiants, notamment Anton Marty, et Meinong, qui très vite s'est désolidarisé de l'enseignement de son maître, donc Brentano. Comme vous le savez, dans la philosophie autrichienne de l'époque, on a une tripartition extrêmement célèbre à propos des actes mentaux. Celle-ci consiste en des représentations, donc qui sont, si vous voulez, qui sont constituées par les actes tout à fait ordinaires que nous formons mentalement lorsque nous pensons à un objet quel qu'il soit. Les jugements sont des actes mentaux plus complexes qui impliquent que nous affirmions l'existence de quelque chose ou que nous affirmions la possession d'une propriété par un objet. Ce sont des actes qui comprennent cette dimension de conviction dont je parlais. Chez Brentano, il s'agit plutôt de reconnaissance ou de rejet. On reconnaît que quelque chose existe, on reconnaît que quelque chose est le cas, ou on le rejette. Meinong soutient, donc dès 1902, puis de manière plus développée en 1910, qu'il faut ajouter la catégorie des assumptions à cette tripartition. Et donc, c'est quelque chose qui a été conçu par les Brentaniens comme tout à fait inacceptable, et nombre de critiques ont été formées contre ce genre d'approche historiquement. Alors, je vous signale quelques autres hérésies meinongiennes pour les Brentaniens, pour bien caractériser le contexte conceptuel. Meinong, très vite, avant même 1890, commence à soutenir qu'il ne peut pas y avoir de primat
du jugement existentiel. Je rappelle que pour Franz Brentano, il y a un primat du jugement existentiel, au sens où tout ce que nous disons des choses en les niant ou en les caractérisant doit pouvoir, par un processus compliqué, se rapporter à un jugement d'existence. Il y a cette thèse, si vous voulez, chez Brentano, qui est que tout jugement que nous formons se rapporte, d'une manière ou d'une autre, se réduit à un jugement existentiel. Et c'est quelque chose que Meinong a très vite refusé, au sens où il a soutenu extrêmement rapidement qu'il y a des jugements catégoriques, et surtout des jugements relationnels, qui sont parfaitement irréductibles au jugement existentiel. L'argument de Meinong pour soutenir qu'il y a des jugements relationnels irréductibles consiste à soutenir par exemple que nous pouvons comparer deux couleurs imaginaires et former une proposition vraie, et que cette comparaison ne se ramène en aucune manière à un jugement existentiel, parce que nous parlons précisément de couleurs imaginaires. Donc nous avons des propositions vraies qui portent, si vous voulez, sur du non-existant. À cette époque-là, il n'y a pas du tout de théorie des objets non existants, mais c'est déjà quelque chose que Meinong commence à soutenir sous l'influence de David Hume, généralement. Un autre point important, ou une autre pierre jetée dans le jardin de Brentano, porte sur ce qu'on va appeler la gradualité de l'évidence, c'est-à-dire que Meinong va refuser que l'évidence soit une notion absolue. Il attribue quelques degrés ou une certaine, disons, gradualité à certains jugements à propos de l'évidence qu'ils impliquent. C'est classiquement le cas des jugements dits de mémoire. Donc ça, c'est un problème épistémologique que Meinong avait commencé à traiter assez tôt, qui aujourd'hui est toujours débattu. Sur quoi est fondée la confiance que nous pouvons attribuer aux jugements que nous portons sur le passé, sur notre propre passé. Vous voyez ? Quels sont les éléments qui nous permettent de disposer de raisons fiables concernant la pertinence de ce que nous pensons être des événements passés. Et dans un article, disons, de jeunesse, Meinong en vient à la conclusion que le seul type de jugement que nous pouvons avoir, c'est un jugement qu'il appelle tout simplement de mémoire, et qu'il est caractérisé par un type d'évidence que Meinong appelle présomptive. C'est une sorte d'évidence que nous présumons et nous ne pouvons pas faire autrement. Cette évidence se distingue en degrés de l'évidence classique. Donc le point, si vous voulez, ici, est qu'il y a une gradualité de l'évidence, ce qui a provoqué le courroux de Brentano. Un autre aspect anti-brentanien, c'est un refus assez précoce par Meinong de la caractéristique que j'appelle ici naturellement réflexive des actes mentaux. Cette caractéristique réflexive, on la trouve, si vous voulez, dès la théorie des représentations de Brentano. Je rappelle que chez Brentano, lorsque nous formons une représentation, nous faisons l'expérience d'un contenu de pensée qui est dirigé vers un objet, c'est la fameuse propriété d'intentionnalité des représentations. L'objet est moins externalisé que chez Meinong dans cette histoire, mais formant un contenu de pensée qui vise un objet, cela implique pour Brentano que j'ai une représentation concomitante, supplémentaire, qui apparaissent et qui prennent elles-mêmes pour objet mon premier acte mental et l'objet qu'il vise. C'est une sorte de théorie, disons, de la double représentation ou de la représentation concomitante qui permet d'expliquer que ma pensée a une unité et que surtout elle se présente à moi dans une unité de conscience. C'est ce qui permet de soutenir que j'ai conscience de ma pensée tournée vers un objet. Cette perspective ici, caractéristique des représentations, elle a été, chez Husserl, chez Marty, elle a été transférée, si vous voulez, aux caractéristiques du jugement. Et donc on a nombre de théories du jugement, des pensées et des représentations qui soutiennent que pour pouvoir penser de manière consciente à un objet, une pensée doit faire l'objet, si vous voulez, d'une sorte de réflexion qui lui révèle à elle-même son contenu et l'objet sur lequel elle porte. Husserl, dans la philosophie de l'arithmétique, a soutenu quelque chose d'assez proche. Des penseurs comme Lotze ou Sigwart aussi. Ce
ce genre d'approche réflexive a été, si vous voulez, immédiatement, à part avec quelques hésitations de jeunesse, a été immédiatement écarté par Meinong, qui, comme les anglo-saxons, si vous voulez, s'est mis immédiatement à soutenir que nous avons, au contraire, un accès direct aux objets. Nous devons soutenir qu'il est beaucoup plus phénoménologiquement, si vous voulez, pertinent et théoriquement économe de soutenir que nos actes mentaux, lorsque nous les formons, sont dirigés vers des objets sans avoir besoin de supposer une quelconque complication réflexive pour expliquer en quoi nous avons conscience de ces actes. Encore une pierre jetée dans le jardin de Brentano, si vous voulez. Et enfin, et ça j'y reviendrai après, il y a chez Meinong un refus de la théorie selon laquelle la marque des états mentaux est leur intentionnalité en tant que telle. Chez Meinong, il y a une sorte de refus de l'idée que les représentations, par elles-mêmes, ont une propriété d'intentionnalité, c'est-à-dire qu'elles sont dirigées vers des objets. Il y a des conditions différentes qui sont impliquées évidemment dans la théorie des assumptions, qui se rajoutent, si vous voulez, aux hérésies meinongiennes dans cette affaire. Alors, si je reviens à la tripartition, ou plutôt à la quadripartition que Meinong propose, il ne faut pas, si vous voulez, imaginer que nous pouvons, lorsque nous menons notre vie cognitive ordinaire, que nous pouvons très clairement séparer dans nos activités les représentations, des jugements, des assumptions, des sentiments. Il y a au contraire une imbrication pour Meinong qu'il faut comprendre. De manière assez surprenante pour nous, Meinong va refuser que nous puissions parler de représentations isolées. Oui. C'est pour lui un petit peu absurde, si vous voulez, au sens où nous sommes très rarement en train de considérer des représentations, par exemple la représentation du bleu. Vous voyez. C'est assez rare que nous trouvions un intérêt à faire ce genre de choses et en général, au bout de quelques secondes, notre attention saute vers autre chose. Ce que pense Meinong, c'est que lorsque nous semblons considérer des représentations avec leur objet, nous sommes en réalité toujours en train de supposer des choses à propos de ces objets. Nous sommes en train, si vous voulez, de faire se présenter à notre esprit des caractéristiques de certains objets liés à ces représentations, mais toujours en vertu d'une activité supplémentaire qui est classiquement celle, disons, d'une assumption. C'est-à-dire que lorsque je crois penser tout simplement au bleu, je suis en train, en réalité, de former des assumptions qui me font m'intéresser aux nuances de bleu, au type de bleu dont il s'agirait sur une échelle, ou ce genre de choses. Donc il est très rare d'avoir des représentations considérées comme isolées. Inversement, nous devons constamment admettre que lorsque nous jugeons ou lorsque nous formons des suppositions ou des assumptions, nous sommes en train d'intégrer, si vous voulez, nécessairement à ces actes mentaux quelque chose qui est de l'ordre de la représentation. Tout simplement parce que nous ne pouvons pas présupposer quelque chose de vide ou juger quelque chose de vide. Ça serait absolument absurde. Et en ce sens, les représentations et leurs objets sont intégrés et forment les présuppositions des assumptions. Alors, ce n'est pas contradictoire avec ce qui précède, c'est ici un cas, si vous voulez, des présuppositions au sens où les assumptions et les jugements ne peuvent pas porter, si vous voulez, sur rien, et ce sur quoi elles portent est donné par les représentations dont nous disposons. Alors, une thèse complexe qui méritera des précisions, c'est que, de manière extrêmement étonnante, un jugement chez Meinong présuppose une assumption. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas réellement soutenir que nous formons des jugements bruts en tant que tels à propos des choses de notre environnement. Il nous faut d'abord, et c'est une théorie que j'expliquerai un petit peu plus loin, il nous faut d'abord soutenir que les objets et les objectifs à propos desquels nous formons des jugements doivent être, d'une manière ou d'une autre,
présentées à l'esprit qui les juge. Et c'est l'assomption qui remplit ce rôle de présentation. C'est une théorie tout à fait méconnue, inattendue, un petit peu étrange a priori, mais qui, si vous voulez, repose sur une fonction absolument essentielle de la supposition ou des assumptions chez Meinong, qui est que ce sont les actes mentaux qui nous donnent accès à tous les objets, quels qu'ils soient, étant entendu qu'ils sont présentés dans des ou à travers des propositions. J'essaierai d'expliquer ça un petit peu plus loin, c'est assez surprenant. Enfin, comme vous vous en doutez, sentiments et désirs sont bien sûr fondés sur des assumptions ou des jugements dans la plupart des cas, au sens où ils surviennent, par exemple un sentiment de valeur survient sur un jugement que je pourrais former à propos de ma découverte d'une pierre précieuse dans mon jardin, et entraîner, si vous voulez, le désir pour moi de la préserver. Donc il y a une sorte d'enchâssement des actes mentaux les uns sur les autres à ce propos. Alors, pour essayer de donner un petit peu plus de substance à ce que sont ces assumptions, de manière très utile dans l'ouvrage, qui est un livre assez difficile, Meinong va distinguer 3 grandes classes d'assumptions. La première classe porte sur les suppositions qui sont impliquées, disons, dans les activités ordinaires, les activités qu'il appelle extra-intellectuelles. Je vais donner des exemples juste après. Notre grande classe d'assumptions porte sur les activités intellectuelles. Disons, ce sont des activités qui sont plus de l'ordre de ce que nous faisons lorsque nous pratiquons des sciences ou lorsque nous faisons de la philosophie, par exemple. Je vais donner des exemples juste après. Et enfin, une caractéristique, disons, très difficile des assumptions, c'est qu'elles sont aussi des ingrédients des faits mentaux basiques. Et à ce titre, elles ont certaines caractéristiques, certaines fonctions qui sont extrêmement importantes pour expliquer notre rapport aux objets, quels qu'ils soient. Souvent, je le montrerai après, les nombreuses critiques qui ont été formées à propos de la théorie meinongienne ne tiennent pas compte de cette tripartition et elles tendent, si vous voulez, à attaquer les assumptions en se concentrant sur des propriétés, disons, de surface, sans se rendre compte que les propriétés, disons, plus profondes de la troisième classe permettent de résoudre les problèmes qu'elles posent, qui se trouvent posés. Mais j'essaierai de montrer ça tout à l'heure. Alors, en quoi est-ce que les attitudes assomptives sont impliquées dans les activités ordinaires? Là, ça correspond à ce que M. Recanati disait tout à l'heure à propos des activités de simulation, par exemple. Il y a de multiples exemples. Le premier exemple que Meinong met en jeu, c'est ce qui se passe lors des activités infantiles dites de faire semblant. Lorsqu'un enfant se met à jouer, si vous voulez, à être un personnage, il se rapporte à son personnage et agit en fonction de ce rapport-là en mobilisant une attitude qui est une attitude assomptive. C'est une sorte de jeu de faire semblant ou de simulation. De même, le jeu d'acteur chez Meinong est nécessairement gouverné par ce même type d'attitude. Si, imaginons Al Pacino qui se plonge dans son rôle de Michael Corleone, là, lorsqu'il entre dans son personnage et qu'il agit sous l'œil de la caméra en fonction de ce que le script lui prescrit, justement, il se met à vivre, si vous voulez, en faisant de l'assomption la catégorie fondamentale qui gouverne son activité. Donc toutes les activités de simulation impliquent des assumptions. De même, lorsque nous lisons, allons voir des pièces de théâtre, ou que nous écoutons des contes, tout ce qui relève de ce rapport, disons, de spectateur à la fiction, implique quasi mécaniquement, pour nous, l'occurrence d'assumptions lorsque nous saisissons les contenus
de roman, lorsque nous suivons une pièce de théâtre ou lorsque nous écoutons des contes ou même lorsque nous regardons un film, nous sommes d'une certaine manière quasi automatiquement placés dans une situation où nous saisissons tout ce qui se déroule devant les yeux d'esprit à travers des assumptions. On trouve aussi dans des cas, disons, qui sont parfois caractéristiques de nos pensées, comme ce que nous faisons lorsque nous rêvons plus ou moins éveillés ou lorsque nous laissons notre esprit vagabonder au gré des associations d'idées qui pourraient l'orienter. Nous sommes en train, de manière absolument, si vous voulez, involontaire, en train de solliciter notre capacité à former des assumptions. Ça correspondrait à la synthèse, disons, subjective chez Kant, si vous voulez, ou à une sorte de série d'associations d'idées hein, que nous suivons sans aucune volonté. Alors, pour revenir à des activités plus contrôlées, hein, le mensonge, chez Meinong, implique nécessairement que nous formions une assumption. Donc c'est assez évident, hein. Celui qui ment en effet est capable de former un jugement vrai à propos de ce qu'il va dissimuler et formulant quelques phrases mensongères, il a un rapport aux propositions qu'il émet qui est de l'ordre précisément de l'assumption. De nouveau, il ne peut pas, si vous voulez, attribuer la conviction du jugement aux propositions qu'il formule et qu'il essaie de faire accroire à ses interlocuteurs. Donc voilà, on a quand même donc un certain nombre de situations qui impliquent ce type de supposition. Un autre cas est celui de la conversation ordinaire, hein, qui, selon Meinong, éveille en grande partie précisément des suppositions et non pas des jugements. Alors pourquoi? Tout simplement parce que lorsque nous sommes en train de converser avec quelqu'un, nous ne pouvons pas admettre nécessairement toutes les propositions qu'il nous présente, tout simplement parce que nous ne pouvons pas les vérifier. Et la plupart du temps, nous comprenons ce qu'il dit, nous, d'une certaine manière, l'admettons, mais nous faisons cela sur le mode d'une mise en suspens de la vérité de ce qu'il énonce. Alors évidemment, ce n'est pas le cas dans des situations où nous avons une confiance absolue en notre interlocuteur ou dans des situations où nous avons absolument besoin d'avoir des informations sur le réel, mais lorsque vous entrez dans une conversation avec quelque individu, disons à bâton rompu, la grande majorité de nos pensées à propos qui sont éveillées suite aux propos de l'interlocuteur sont de l'ordre des assumptions. Enfin, encore deux points. Lorsque nous posons des questions, nous faisons usage des assumptions, hein, tout simplement parce que nous sommes en train de formuler, disons, des propositions à propos desquelles nous ne savons pas si nous devons émettre des jugements à leur propos ou ne pas le faire, et nous les formulons sur le mode de la supposition en attendant précisément de savoir comment nous comporter à leur propos cognitivement. Et enfin, alors ça c'est pas du tout dans le livre de Meinong, mais il me semble que lorsque les athlètes ou les danseurs entrent en mode de simulation mentale, c'est-à-dire lorsqu'ils répètent mentalement leur gamme par exemple, en visualisant ou en se visualisant eux-mêmes dans des situations non existantes, ils sont là réellement en train de faire usage de simulation mentale, c'est-à-dire de quelque chose qui implique, me semble-t-il, ce que Meinong appelait des assumptions. Là, c'est intéressant parce qu'on a des suppositions, vous voyez, qui sont mises en jeu, mais qui vont avoir des effets réels sur les dispositions pratiques des athlètes ou des danseurs. Mais nous sommes toujours dans le cadre d'assumptions. Donc, j'en reste là pour ce qui est des assumptions et des activités ordinaires. Quelque chose de différent porte sur le rôle de ces suppositions dans le cadre des activités, disons, intellectuelles. On les retrouve, par exemple, lorsque nous formons des expériences de pensée.
Il y a un débat pour savoir si les expériences de pensée sont de l'ordre des jugements ou si elles sont autre chose. Chez Meinong, elles sont des assumptions. Évidemment, elles sont des assumptions au sens où ces dernières permettent de former des situations fictives qui vont aboutir à des conclusions qui seront pertinentes une fois que nous les rapporterons à un problème réel. Pour que l'expérience de pensée puisse, si vous voulez, nous permettre de tirer une conclusion vis-à-vis d'un problème réel, il nous faut faire un pas de plus ici que ce que permet la formulation de l'assumption. Donc si on pense à une expérience de pensée justement très, très connue, pensons à celle de Jackson, nous sommes l'expérience de Marie, donc nous sommes dans un contexte où théoriquement nous nous demandons si le physicalisme est vrai, c'est-à-dire si tout ce qui est le cas cognitivement, toutes les connaissances que nous semblons posséder peuvent être intégrées à une vision du monde qui les expliquerait en termes d'information physique. Si c'est le cas, alors le physicalisme est vrai. Et Jackson propose une expérience de pensée, c'est-à-dire la construction d'une fiction, où nous avons, comme tout le monde le sait bien, excusez-moi de rabâcher ça, nous avons une jeune personne, que nous imaginons bien sûr, une jeune personne qui a passé sa vie entière dans une chambre dans laquelle elle n'a accès à aucune couleur, tout son environnement lui est donné en noir, blanc ou gris. Elle apprend qu'il y a des couleurs hors de sa chambre, donc elle se passionne pour les couleurs. Cette jeune personne, Marie, se trouve être une sorte de génie, en tout cas un très grand cerveau scientifique, et donc elle est capable d'acquérir l'intégralité du savoir scientifique à propos des couleurs. Elle sait tout sur la physique des couleurs, elle sait tout sur la neurophysiologie des couleurs, etc. Elle devient, d'une certaine manière, une personnification, si vous voulez, de toutes les données scientifiques à propos des couleurs. Elle est une personnification du physicalisme. La question simple que vous connaissez bien de Jackson, toujours dans le cadre de l'expérience de pensée, c'est si cette jeune fille dispose de tout le savoir formulé en termes d'information physique et si ce savoir est complet, alors elle ne devrait rien apprendre de nouveau en faisant l'expérience du rouge lorsqu'on la sort de sa chambre. C'est-à-dire lorsque nous sortons Marie de sa chambre en noir, blanc et gris et que nous la mettons devant une tomate, lorsqu'elle accède, si vous voulez, à la tomate via les qualia, via les données, si vous voulez, phénoménales de la perception, est-ce qu'elle apprend quelque chose de plus? Est-ce qu'elle apprend quelque chose qui n'était pas contenu dans l'intégralité du savoir formulé en termes d'information physique? Il semble que oui. En tout cas, intuitivement, nous tendons à dire qu'elle apprend quelque chose qui ne pouvait pas être formulé, disons, en troisième personne, et de ce fait, l'expérience de pensée s'arrête ici. L'assumption qui l'a gouvernée cesse. Nous avons une sorte de réponse à la question interne à la fiction, qui est qu'elle apprend quelque chose, et nous pouvons en tirer ensuite, par le biais de réflexion et de jugement, l'idée que le physicalisme est faux, parce qu'il est incomplet. C'est comme ça, si vous voulez, que l'on peut penser les expériences de pensée fondées sur des assumptions et expliquer en quoi elles permettent pourtant de tirer quelque chose de l'ordre de la connaissance. C'est la même chose pour les modèles, les modèles scientifiques. Lorsque je me représente un pendule, c'est-à-dire sur un plan, une sorte de pendule qui oscille pour analyser les forces d'oscillation et les propriétés, disons, de sa masse, je me représente un pendule fictif, c'est-à-dire un pendule qui n'est pas ralenti par des frictions ou des choses comme ça. Ici, nous avons un modèle, c'est une représentation simplifiée du réel, nous avons un modèle qui n'est pas du tout de l'ordre, si vous voulez, d'un jugement, mais qui est d'abord de l'ordre d'une assumption. Ensuite, les relations entre ce type de fiction et la réalité, de nouveau, vont présupposer une autre activité que celle de l'assumption. Donc, si vous voulez, ici, l'assumption permet de construire des situations qui vont être pertinentes cognitivement, mais que nous ne pourrions pas construire en nous en tenant simplement aux catégories du jugement ou des représentations. C'est donc, de nouveau, c'est une perspective fictionnelle
qui se trouve intégré à une démarche rationnelle. Ça fonctionne aussi pour les hypothèses, à ceci près que Meinong va soutenir que la formation d'une hypothèse scientifique obéit à une logique qui est celle de l'assomption de nouveau lorsque nous la formons, mais très vite on peut constater qu'il y a une transition de l'hypothèse vers une sorte de supposition et vers quelque chose qui va être de l'ordre du jugement lorsque nous nous demandons s'il y a des situations qui correspondent à ce dont nous faisons l'hypothèse. Donc l'hypothèse est pour Meinong assez limitée lorsqu'on essaie de voir en quoi les assumptions sont pertinentes, tout simplement parce que très vite il y a une transition vers des suppositions qui ont des conditions de correction. C'est ça surtout le point. Alors de nouveau, un autre point, c'est la construction de définitions qui pour Meinong fait usage de suppositions. Alors pourquoi? C'est assez étonnant à première vue, mais c'est tout simplement parce que lorsque nous cherchons à définir, disons, un objet dont nous ne connaissons pas grand-chose, nous sommes en train d'articuler sur le mode de la supposition ou de l'assomption des concepts qui, une fois constitués en liste complète, qui vont par exemple capturer les propriétés essentielles d'une chose, vont nous permettre de savoir ce qu'est la chose. Lorsque nous essayons d'expliquer à quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est qu'un homme, vous voyez, en lui disant que c'est un animal, disons, rationnel, pour rester simple, nous sommes en train d'utiliser ici quelque chose qui est de l'ordre de l'assomption. Nous formons des assumptions lorsque nous construisons une définition qui va nous permettre de savoir ce qu'est une chose diverse. Donc c'est sur ce point que, de nouveau, nous avons des assumptions. Elles sont aussi impliquées de manière très importante dans les raisonnements, disons, contrefactuels, ou les jugements hypothétiques. Ça sera source de conflits avec Husserl. Si je me demande, par exemple, quelque chose comme ce qui se passerait si les kangourous n'avaient pas de queue, vous voyez, imaginons que je dise si les kangourous n'avaient pas de queue, alors ils tomberaient. Ou alors, si les kangourous n'avaient pas de queue, alors ils s'adapteraient. Lorsque je forme ce genre d'enchaînement de propositions hypothétiques, je suis en train d'articuler des assumptions. Toute pensée de type hypothétique, ce qui se laisse appeler donc, de manière impropre pour Meinong un jugement hypothétique, implique quelque chose comme une assumption. Donc là, vous voyez que finalement, aussi bien dans nos activités les plus ordinaires que dans nos activités les plus, disons, cognitivement avancées, nous avons une sorte d'omniprésence, selon Meinong, de cette catégorie de la supposition, de l'assumption. Et selon lui, alors je n'ai pas bien retrouvé le passage, mais selon lui, même les théories philosophiques, lorsqu'elles tentent de construire hypothétiquement ou des réflexions à propos d'un problème, tant qu'elles n'ont pas, si vous voulez, atteint un point où leur auteur peut affirmer quelque chose sur le mode du jugement, la construction des pensées philosophiques repose aussi sur quelque chose qui est de l'ordre de l'assumption. C'est ça. Donc il y a vraiment une omniprésence de l'assumption, et là on commence en effet à se demander si le concept n'est pas utilisé de manière beaucoup trop puissante, mais si on s'en tient à la quadripartition dont je parlais, et que l'on constate, que l'on observe, disons, ce genre de phénomène, peut-être qu'en effet, la plus grande partie de nos activités intellectuelles ordinaires ou, disons, avancées, implique des assumptions. Et enfin, l'aspect le plus profond des assumptions, c'est les assumptions en tant qu'elles sont entendues comme des ingrédients d'effets mentaux basiques. Et là, nous entrons en doctrine meinongienne, c'est-à-dire quelque chose qui devient extrêmement abstrait, mais qui obéit à des raisons, semble-t-il, assez pertinentes. Donc j'ai isolé trois éléments. C'est que les assumptions entendues de manière profonde, elles sont, pour Meinong, essentielles à l'intentionnalité des représentations.
C'est une thèse qui sera ensuite étendue dans la deuxième édition du livre sur les assomptions à toute visée intentionnelle et non pas limitée aux représentations. Ici, on a une critique ou un refus, disons, de la thèse brentanienne selon laquelle les représentations ont par elles-mêmes une intentionnalité, c'est-à-dire la thèse que les représentations par elles-mêmes visent un objet. Pour Meinong, c'est plus compliqué. Tout simplement parce que les représentations sont, si vous voulez, passives. C'est-à-dire, elles sont des actes mentaux, mais ce sont des actes mentaux passifs. C'est-à-dire qu'une représentation se produit, elle arrive. Un acte mental qui est doté d'une activité, qui est, si vous voulez, caractérisable comme étant actif, c'est un acte mental comme le jugement, et aussi surtout comme l'assomption. Et ce que va soutenir Meinong, c'est que les représentations dont nous disposons, qui sont présentes dans notre esprit ou non, sont dotées de ce qu'il appelle une objectualité, qui est en fait un autre mot pour parler d'intentionnalité. Ces représentations ont une intentionnalité potentielle, dispositionnelle, qui n'est pas actualisée si elle n'est pas, si vous voulez, intégrée à une assomption. Ce que soutient Meinong, c'est que le fait d'avoir une pensée mobilisant des représentations qui visent un objet, comme la thèse de l'intentionnalité le soutient, avoir ce genre de pensée implique que les représentations que nous mobilisons soient saisies par ce type étrange d'acte mental qu'est l'assomption. C'est à cette condition-là que nos pensées visent quelque chose et que nous pouvons avoir une conscience claire de ce que nous visons. Donc c'est un point qui, comme vous le voyez, est une pierre assez importante jetée dans le jardin de Brentano de nouveau. Et c'est une caractéristique basique des assomptions. Elles sont, d'une certaine manière, la condition de la directionnalité des représentations, la condition de l'objectualité des représentations. Elles sont aussi, et c'est un point extrêmement important, nécessaires pour rendre compte de ce que Meinong appelle l'appréhension des propositions ou des objets. Il y a toute une théorie de l'appréhension, si vous voulez, chez Meinong, qui est nécessaire car il se désolidarise de toutes les visions représentationnalistes de son époque, qui sont celles de Stumpf, par exemple, et selon lui aussi de Brentano, et éventuellement aussi en partie de Twardowski. Et je vais essayer d'expliquer ça un peu plus tard aussi, si j'ai le temps. Et enfin, elles sont nécessaires pour rendre compte de l'appréhension des relations entre les objectifs, c'est-à-dire entre les propositions. Ça, ce sont d'une certaine manière des fonctions profondes des suppositions. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fonction appréhensive, cette fonction, si vous voulez, qui est propre aux suppositions et qui permet que des objets soient capturés par l'esprit? C'est avant tout une fonction qui s'appuie sur le fait que l'assomption est une activité. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, à la différence des représentations et des sentiments qui sont passifs. Tout comme le jugement qui nous permet de focaliser notre esprit sur des états de choses, l'assomption permet précisément de viser des états de choses sans impliquer que nous soyons contraints d'asserter quoi que ce soit à propos de la proposition que nous visons. Et ça, c'est bien quelque chose que nous faisons ordinairement. On retrouve ici le point de Frege que nous avions évoqué au tout début, c'est qu'il nous faut quelque chose, il nous faut un état mental qui nous permet de rendre compte, si vous voulez, de notre capacité à nous rendre présent à notre esprit des états de choses, sans pour autant être obligé en même temps d'affirmer que ces états de choses sont bien le cas, c'est-à-dire d'asserter quelque chose à leur propos. Il nous faut pouvoir les considérer, et cette considération, comme ce sont des objets complexes, des objets propositionnels, implique quelque chose qui est pour une part différent des représentations, pour une autre part différent des jugements. Et donc de ce fait, c'est en ce sens que les objectifs peuvent être appréhendés sans avoir à être immédiatement jugés. Alors, ce point fait partie d'une théorie tout à fait méconnue de Meinong, qui est une théorie de l'appréhension. Je vais passer assez vite là-dessus. Elle obéit à une sorte d'exigence
qui est celle de ce qu'on appellerait aujourd'hui une exigence de répondre au défi de l'intégration. Le défi de l'intégration, c'est un problème, si vous voulez, qui se pose à toute pensée réaliste. Si j'admets qu'il y a des entités hors de moi, si j'admets que mes pensées ne sont pas des pures constructions subjectives et idiosyncrasiques, mais qu'elles portent bien sur quelque chose qui a une robustesse ontologique hors de moi, c'est-à-dire qu'il est d'une certaine manière séparé de mon esprit, alors j'ai un réalisme, mais il nous faut en contrepartie pouvoir expliquer comment mon esprit se rapporte à ces objets qui sont différents de lui-même. C'est la croix d'une certaine manière de tout réalisme. Et la théorie de l'appréhension obéit à cette sorte de contrainte. C'est-à-dire qu'elle va mobiliser par le biais des assumptions un concept qu'on traduit par la visée, c'est une sorte de propriété d'intentionnalité des pensées. Une pensée vise un objet qu'elle n'atteint pas encore, mais elle fait en sorte que le visant, quelque chose de l'objet se trouve présenté. C'est-à-dire qu'il apparaît à l'esprit sous une modalité, il est comme, dira Meinong dans d'autres textes, il est sélectionné, si vous voulez, parmi l'infinité des objets représentables et les infinies gradualités de toutes les propriétés des objets possibles, si vous voulez. Donc ce sont visée, présentation, appréhension, ce sont des concepts qui sont là pour expliquer que, avant même d'avoir à penser ce que c'est qu'une proposition vraie, avant même d'avoir à penser ou de pouvoir penser ce que c'est qu'une pensée vraie, il faut pouvoir avoir une théorie qui rend raison de notre capacité à accéder aux objets. Et en ce sens, d'une certaine manière, la théorie de l'appréhension est un préalable à toute épistémologie chez Meinong. La théorie de la connaissance, qu'on pourrait appeler une théorie des pensées objectives, la théorie de la connaissance présuppose une théorie de l'appréhension qui est une théorie de la possibilité de l'objectualité, une théorie de la possibilité pour les pensées d'accéder à des objets qu'elles ne construisent pas et qui sont séparés de celles-ci. Donc là, vous voyez, on est quand même en domaine assez abstrait. On se demande quelles sont les raisons facilement formulables pour soutenir ce genre de choses. Donc j'ai essayé de le présenter de la manière la plus parlante possible, mais voilà ce qu'il en est. Alors, de manière intéressante, si on revient aux trois grandes classes d'assumptions, il est notable que les deux premières, c'est-à-dire celles qui sont en jeu dans les activités ordinaires et celles qui sont en jeu dans les activités, disons, intellectuelles, ces assumptions sont phénoménologiquement évidentes, c'est-à-dire elles sont assez clairement accessibles et reconnaissables par nos propres soins. Par contre, les assumptions profondes qui sont impliquées dans les fonctions de la théorie de l'appréhension, elles sont plutôt considérées comme étant, d'un point de vue phénoménologique, opaques. C'est-à-dire qu'il est très difficile de se représenter ce que c'est qu'une assumption qui vise un objet et qui lui permet de se présenter à notre esprit avec ses propriétés robustes. Il y a une sorte d'opacité qui est clairement là. Alors, pour essayer de caractériser de manière un peu plus avancée cette catégorie, on peut se demander, parce que souvent il est assez difficile de ne pas les confondre, comment l'assumption se comporte en regard d'autres attitudes avec lesquelles elle semble parfois se confondre, comme par exemple la supposition, ou la présomption, ou encore la considération. Et un autre point sera de nous demander, est-ce qu'on peut soutenir que ce sont des attitudes mentales authentiques ? Alors, il semble évident que former une assumption et supposer sont deux actes ayant une parenté claire. Cependant, au sein même de la théorie de Meinong, il y a une distinction extrêmement tranchée entre deux formes de supposition. Ceci au sens où nous pouvons former des suppositions qui sont faites de façon à avoir des conditions de correction, et nous pouvons former des suppositions qui sont plutôt de l'ordre de ce que l'on va admettre sans chercher
jamais à vérifier que ce que l'on suppose est le cas. Donc dans le premier cas, dans le cas des suppositions qui ont des conditions de correction, nous n'avons pas une assumption véritable. C'est plutôt une forme de croyance qui est en attente de vérification, qui va impliquer des assumptions. Donc l'exemple un peu bête que j'ai pris là, c'est ce qui se passerait si je suppose que la Seine ne va pas inonder Paris ce jour. Imaginons que je vienne à Paris et que je me mette à supposer ce genre de choses. Bon, c'est une supposition qui, d'une certaine manière, pourrait ressembler à une assumption, mais qui va avoir des conditions de correction. C'est-à-dire que je vais savoir si ma supposition est correcte ou pas. Ça n'est pas véritablement une attitude assumptive. Une attitude assumptive, lorsqu'on parle des suppositions, c'est plutôt ce que l'on va admettre et conserver mentalement comme une admission sans avoir besoin de la confronter avec le réel. Par exemple, supposons, si nous voulons produire une expérience de pensée, supposons que Marie soit une jeune personne qui ait passé sa vie dans une pièce dépourvue de couleurs. Là, nous avons une assumption au sens où nous admettons cette proposition et nous ne cherchons pas à la confronter avec quoi que ce soit de réel. Donc là, il y a une coupure importante dans la catégorie de la supposition. On pourrait aussi se demander, et c'est une réflexion que Pascal Engel avait menée dans un papier récent, où il essayait où il supposait justement que la présomption est une forme de l'assumption. Depuis, il est un petit peu revenu sur cette idée, mais il y a des raisons en effet de se poser la question. Si on admet qu'une présomption, c'est quelque chose comme un type de supposition, disons, très engagée, envers quelque chose comme une vérité que l'on anticipe, que l'on va tenir pour acquise, sans pouvoir la vérifier immédiatement. Par exemple, je peux présumer que mes affaires sont toujours dans le lobby de l'hôtel. Vous voyez, je n'ai pas de raison de supposer que ce n'est pas le cas, je n'ai pas de raison de supposer que c'est le cas. D'une certaine manière, c'est une présomption très forte que je fais. Et cela semble impliquer une part assumptive. Ma pensée porte bien sur un état de choses sans que je puisse disposer d'une possibilité prochaine de vérification. Une présomption, semble-t-il, vise ultimement à être correcte ou bien à être corrigée, mais alors qu'elle tend vers quelque chose qui est supposé être correct, elle ne comprend pas ce sentiment de correction ou de conviction qui est caractéristique de la croyance. Il n'y est pas associé. Donc la présomption semble avoir des caractéristiques ambivalentes. Elle fonctionne d'une certaine manière comme une assumption, mais elle s'en démarque parce qu'elle demeure intrinsèquement en attente d'un jugement qui va finir par la confirmer ou l'infirmer. Et cette possibilité de voir une vérité que l'on tient pour acquise, que l'on présume, cette possibilité de voir cette vérité présumée pouvoir un jour ou à un moment être confirmée ou infirmée, c'est quelque chose qui motive la formation de l'attente de la présomption. Et en cela, elle a des caractéristiques qui la font différer de l'assumption. Mais c'est une attitude qui est problématique et qui semble appeler une caractérisation plus fine. On a peut-être un cas là où on aurait une attitude qui mixte des propriétés assumptives et judicatives de manière étonnante. Alors, on pourrait vouloir aussi se demander quels sont les rapports entre l'assumption et la considération. La considération, ici, c'est une attitude psychologique en fait, qui semble être assumptive au sens où elle nous fait nous tourner vers des états de choses que nous imaginons, à propos desquels nous réfléchissons. Et Broad avait donné en 1912 une des premières recensions de la deuxième édition du livre des Assumptions, et il soutenait que chez Meinong, il y a en réalité deux sortes d'assumptions. Celles qui vont relever de la considération, ce qu'en anglais on appelle ça entertain,
C'est un sens un petit peu différent de ce que nous serions prêts à entendre immédiatement par entertain. Et on a aussi des assumptions qui relèvent de la supposition. Donc là, j'ai précisé tout à l'heure comment distinguer la supposition. Comment distinguer deux facettes de la supposition, mais on peut s'intéresser à la considération. Est-ce que finalement les assumptions se réduisent à des considérations? C'est une position qui a été soutenue par Arnaud de Valk, dans un papier intéressant qui le faisait, disons, s'intéresser, rechercher les primitives phénoménologiques des actes mentaux. Alors une primitive phénoménologique, c'est un constituant d'un acte mental qui ne peut pas être défini par un autre acte mental. C'est-à-dire c'est une primitive en ce sens. Et cherchant les primitives phénoménologiques de l'assomption, il soutenait que il est décisif d'écarter de l'assomption quelque chose qui relèverait d'une caractéristique thétique. On a souvent l'impression, si vous voulez, que l'assomption affirme quelque chose d'autre chose et qu'elle pourrait être confondue avec une sorte de pensée doxastique, avec une forme de croyance qui ne dit pas vraiment son nom. Et selon lui, c'est source de gros problèmes. Et donc, il essaie de soutenir que la considération est, d'une certaine manière, le noyau essentiel de toutes les facettes de l'assomption. Et donc, pour lui, lorsque l'on exprime une phrase comme « former l'assomption que P », ça doit être pouvoir ramenable à considérer P. Il soutient même aussi, avec Aurillac-Riegel, que c'est, d'une certaine manière, parent de ce qu'on entend par la considération. Par la contemplation, pardon. Alors bon, est-ce que supposer que P, c'est d'une certaine manière réductible à considérer P? Est-ce que ça capturerait essentiellement ce que c'est qu'une assomption? Le problème qui apparaît, semble-t-il, c'est que à réduire autant l'assomption à quelque chose de l'ordre de la considération, on voudrait se demander quelle est la différence dans ce cas avec une simple représentation. Lorsque je considère P, quelle est la différence avec le fait de se représenter P finalement? Et un autre problème qui se pose, c'est que considérer P semble être difficilement maintenable, si vous voulez, au sens où, faisant cela, on voudrait immédiatement dire que considérer P, c'est aussi toujours considérer quelque chose à propos de P. C'est-à-dire faire réapparaître une dimension thétique, une dimension affirmative ou négative au sein même de la considération qui cherchait à les écarter. Et je me demande à quoi rimerait justement de considérer par exemple un prédateur, vous voyez, tout court. Si je forme une assumption à propos d'un prédateur, est-ce que je peux réduire ça à la considération du prédateur? Ou à la couleur de sa fourrure? Qu'est-ce que ça signifie? Il semble que considérer de la sorte ou bien un prédateur ou bien la couleur de sa fourrure, c'est quasiment de manière nécessaire appeler des considérations plus compliquées qui sont des questions par exemple qui se traduisent dans des phrases comme la considération de P, la considération à propos de P. Est-ce qu'on n'est pas en train de considérer certaines choses à propos du prédateur ou de la couleur de sa fourrure, auquel cas on fait réapparaître des formules ou des formations de pensée de type thétique, qui étaient celles que de Valk voulait écarter. Et il semble en venir là, il semble vouloir écarter ces positions thétiques parce que il assimile l'attitude qui tente d'octroyer une dimension positive ou négative à une proposition, il semble assimiler cette attitude avec quelque chose qui est assez près de l'engagement envers l'existence de ce dont on parle. Il y a cette problématique, si vous voulez, qui est constamment là lorsqu'on tente de faire dire un petit peu plus
à l'assomption que ce qu'elle veut dire. Voilà, je pensais développer beaucoup de choses, mais vu l'heure, peut-être que je vais m'arrêter là pour les questions. Je ne sais pas si c'est possible. C'est peut-être bien, oui. Voilà, et peut-être... En fait, j'avais prévu des choses beaucoup plus... mais ça va, j'aurai pas le temps de les faire. Donc peut-être je vais juste... voilà, désolé, j'ai présenté qu'une facette, mais c'est un sujet tellement vaste que voilà, je vous remercie pour le... Merci. Peut-être vous allez pouvoir compléter relativement à ce que vous aviez prévu de dire au fur et à mesure des questions. Oui. Merci beaucoup pour votre intervention. Je voulais vous demander si, à votre avis, le manongianisme est compatible avec certaines positions philosophiques qui supposent que le néant ou l'inexistence serait une sorte de catégorie métaphysique, un peu comme le ferait Graham Priest par exemple, ou si on bascule trop facilement du cadre phénoménal au cosmologique. Non, il admettrait, tout simplement parce que Graham Priest est un meinongien, clairement, et c'est même un exemple pris par Meinong dans un fragment qui n'est pas publié, mais le rien ou le néant sont pour lui des objets qui sont caractérisés par la non-existence. Hein, donc oui, ça serait possible. Merci beaucoup pour cet exposé très intéressant. Peut-être que ma question vous donnera l'occasion de développer certains des points que vous vouliez aborder. Alors je me demandais quel rapport il y a entre l'assomption et, disons, la thématique traditionnelle de l'unité de la proposition, si c'est censé jouer un rôle pour répondre à ce type de problème. Et aussi, je pense que c'est un rapport, vous avez parlé au début de l'exposé d'affirmation sans conviction. Je me demandais quel rapport il y a entre ça et l'assomption, et aussi avec une notion classique, notamment si on est plus frégien, celle de prédication. Donc si vous pouviez éventuellement... oui, tout à fait. Alors, les assomptions, alors c'est la particularité de la position de Meinong, les assomptions, comme je vous l'ai dit, ne créent pas des objets, elles ne cherchent pas à combiner des représentations, et c'est même en fait une position que Meinong critique, hein, qui va soutenir que les jugements complexes, qui visent ce que nous on appellerait aujourd'hui des propositions unitaires, ces jugements complexes ne peuvent pas être constitués de combinaisons de représentations tout court. Au contraire, c'est un réalisme, hein, c'est-à-dire que l'assomption, lorsqu'elle vise un état de choses existant, factuel ou non factuel, elle va se débrouiller, si vous voulez, pour capturer quelque chose qui est une entité propositionnelle et qui a par nature une unité. Alors là, en effet, il faut que je précise beaucoup de choses, c'est que une assomption, elle va, si vous voulez, nous tourner vers la totalité des objets qui sont hors lettres pour Meinong, c'est-à-dire qui sont des objets, et ces objets, ils sont toujours intégrés à des propositions. Et lorsque je me fais me présenter à moi-même, par le biais d'une assomption, une proposition, comme par exemple le chat ronronne, faisant cela, je suis en train de n'accéder qu'à une sélection des propriétés de cet objet. C'est-à-dire que l'assomption, en vertu de sa fonction appréhensive, est aussi, si vous voulez, un opérateur sélectif parmi l'intégralité des propriétés des objets. Et donc, s'agissant de ce genre de saisie, elle va me donner quelque chose qui est d'emblée unitaire, hein, au sens où elle ne fait qu'exprimer que ce qui est là. Donc il y a un présupposé réaliste étrange, mais absolu, hein, qui est que pour accéder aux objets, je le fais à partir de leur position dans des propositions, et ces positions impliquent, si vous voulez, qu'il y ait une unité préalable.
Donc en ce sens, la réponse est claire, peut-être qu'elle est très, très difficile. Et donc votre autre question, c'était sur la prédication. Donc vous pensez au problème Frege-Gitsch, entre autres. Oui. Alors pour Meinong, clairement, donc comme je vous l'ai dit au début, il admettrait la position frégéenne qui permet, si vous voulez, qui est solidaire du fameux Frege point. Hein, il admettrait la position frégéenne qui consiste à dire qu'une proposition est scalée, qu'elle soit assertée ou non. Hein, de nouveau, c'est ce réalisme extrêmement marqué. Et s'agissant de la prédication, c'est-à-dire disons de phrases dans lesquelles une propriété est prédiquée d'un objet, si je peux comprendre et me représenter ce genre de phrase, cette prédication en fait n'est que l'expression d'un état de choses auquel j'accède, mais il aurait une position qui est, me semble-t-il, similaire à celle de Saums, pas Hanks, plutôt Saums, hein, au sens où il dit c'est l'entertain, hein, Saums dit c'est plutôt la considération quoi, qui capture la proposition, et elle a sa force intrinsèque, assertée ou pas, et le jugement ne rajoute rien. Donc chez Meinong, c'est le jugement comme l'assomption permettrait d'accéder à la proposition et d'en révéler, si vous voulez, sa dimension prédicative, mais fondamentalement, c'est d'abord une assomption qui la fait se présenter et la laisse indifférencier. Il aurait, je crois, cette position qui n'est pas celle de Hanks, plutôt, me semble-t-il. C'est un sujet je voulais en parler un petit peu. Merci beaucoup, tiens, très bien. Merci pour votre exposé. À un moment, vous avez clarifié les relations entre les différentes catégories évoquées, c'est-à-dire sentiment, représentation, assomption, jugement. Oui. Et je voulais vérifier que j'avais bien compris ces différentes relations. Donc il y avait en premier lieu l'idée que les représentations étaient souvent fondées, ou sont tout court fondées sur des assomptions et des jugements. Et ça, je l'avais compris juste comme l'idée que dans notre vie mentale ordinaire, on ne déploie pas juste des représentations simples comme ça, mais des représentations simples dans le contexte, représentations structurées, oui, qui sont l'objet d'assomption et de jugement. C'est ça. Ok. Ouais. Donc le deuxième point, c'était que des assumptions présupposent des représentations. Oui. Et donc ça, je l'avais compris comme l'idée tout simplement que l'objet des assumptions sont des objectifs qui contiennent, dont les constituants sont des représentations plus simples. C'est aussi le cas. Ça peut paraître contradictoire avec le premier élément, mais ça ne l'est pas. Vous l'avez compris, au sens où on ne peut pas avoir une assumption qui soit dépourvue de contenu. Pour qu'elle ait un contenu, il faut qu'elle articule des éléments qui sont par ailleurs des objets de représentation. D'accord. Oui, non, c'est pas contradictoire. Mais peut-être le dernier point, c'était le rapport avec les sentiments et les désirs. Oui. Là, j'étais pas sûr. J'avais compris ça comme un lien causal, c'est-à-dire que il y a des sentiments et des désirs qui naissent, mais qui sont l'effet de... Oui, le point de cette étape de l'exposé était de dire que les sentiments, même s'ils ont une intentionnalité, sont eux-mêmes, si vous voulez, fondés ou bien sur des représentations ou bien sur des jugements. Hein, c'est-à-dire que si j'assiste à une scène où quelqu'un est un petit peu trop violent avec un enfant devant moi, par exemple, je vais avoir une émotion de mécontentement, par exemple, très fort. Et je vais aussi être mécontent de voir que des passants restent justement impassibles. Les émotions, pour Meinong, portent sur les émotions morales, portent sur des situations qui sont existantes ou qui impliquent une inexistence, mais dans une situation réelle. La violence faite sur un enfant, l'absence de réaction des gens. Mais ces émotions ne peuvent pas surgir sans être elles-mêmes fondées sur quelque chose qui implique que je sache ce que c'est qu'un enfant, que je juge ou que je dispose d'un jugement me disant qu'on ne se comporte pas de la sorte avec des enfants, et que si c'est le cas, les gens doivent réagir. Et donc une émotion, elle, survient, comme on dirait aujourd'hui, sur la pensée d'un état de choses. Imaginons que je sois un plongeur sous-marin. Je fais de la plongée sous-marine, je tombe sur quelque chose que je repère dans le sable et qui appelle en moi la représentation d'une anse. Vous voyez ?
Je me dis, tiens, ça ressemble à une anse d'une amphore. Donc j'ai la représentation là d'une amphore qui apparaît. Je m'approche et je constate qu'en effet, c'est bien une amphore. Donc là, je suis en train de juger, n'est-ce pas, que j'ai une amphore devant moi. Or, je suis archéologue et je me rends compte que c'est une amphore qui est extrêmement rare, qui appartient à une civilisation dont on n'a quasiment aucune trace. Là, j'ai une émotion qui apparaît. Vous voyez, parce que quelque chose de l'ordre de la valeur se présente à moi, mais ça ne peut survenir que sur ce jugement. Et de nouveau, ayant, si vous voulez, ce genre d'appréciation affective, on voit très bien qu'une fois que je comprends que c'est une amphore qui a une valeur très très importante, si vous voulez, je peux former le désir et la volonté de la préserver, de ne pas l'extirper du sable en la détruisant, et très vite de la protéger, etc. Donc là, il y a toute une série de relations entre représentation, jugement, émotion, puis éventuellement désir. C'est ce genre de relation de fondation, si vous voulez. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup pour cet exposé passionnant. Moi, j'avais une question, en fait, enfin, une demande de clarification, on va dire, sur un point que j'ai mal saisi, je pense, à propos de la présence de l'assomption dans les activités extra-intellectuelles. Bon, parce que dans les activités extra-intellectuelles, tu as fait intervenir le mensonge, en particulier, mais ça fonctionne aussi pour la fiction, comme un type d'assomption. Or, en fait, dans la distinction avec la supposition, tu as montré que la différence entre assomption et supposition, c'est que la supposition est en attente de confrontation avec le réel. De même, d'ailleurs, enfin, de ce point de vue-là, il y a une proximité entre la présupposition et la supposition et la présomption. Oui, tout à fait. Et donc, c'est une différence avec l'assomption. Alors, moi, j'avais commencé par saisir l'assomption, quand tu l'as présentée, comme un acte qui est quasiment un acte de suspension du jugement, dont je comprends que ce n'est pas ce qu'elle est, puisque dans le mensonge, c'est pas que je suspends mon jugement, ni que j'attends la confrontation avec le réel. En fait, la confrontation, elle a déjà eu lieu, mais d'une certaine manière, je l'annule. Et donc, je voudrais savoir, en fait, jusqu'à quel point il y a une dissymétrie entre le fait que quand on fait une assomption, on ne s'engage pas, ce qui fait qu'on peut même faire des assumptions sur ce à propos de quoi on sait qu'on ne peut pas s'engager. C'est très, enfin, ce point-là m'a surprise. Est-ce que je me trompe ou pas ? Alors, je ne comprends pas la fin de la question, Isabelle. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'assomption, manifestement, je ne m'engage pas sur le fait que je considère, en fait. Oui. Je considère et je ne m'engage pas. Mais quand je fais un mensonge, je suis consciente de mentir. Certes. Donc je sais qu'en fait, je devrais m'engager sur le fait que ce n'est pas le cas. Absolument. Mais là, oui, d'accord. Mais là, la vision de Meinong sur le mensonge est absolument simple. Hein. Connaissant la vérité et lorsque je décide de mentir, au moment où je forme mon mensonge, le rapport que j'ai à cette proposition fictive est de l'ordre de l'assomption, tout simplement. Parce que si c'était celle du jugement, je serais contradictoire avec moi-même et ça serait contraire à mon intention aussi, qui est de mentir. En fait, je forme juste une proposition qui se trouve en suspension, qui n'a absolument pas du tout le statut d'un état de choses factuel, et c'est tout. Hein. C'est simplement l'émission de la phrase qui contient quelque chose de différent avec la réalité que je formule intentionnellement. C'est d'une simplicité absolue dans le... Même si je sais qu'elle est fausse, alors que, par exemple, l'expérience de pensée, si c'est une assomption, elle est en attente de confirmation. Enfin, elle me sert à établir du vrai. Elle me sert à établir du vrai pour ce qui est d'expérience de pensée, mais pour le faire, il faut que je la fasse ressaisir, que je fasse ressaisir ses conséquences par le jugement, hein, qui doit prendre le relais absolument, sinon ça demeure une fiction qui ne dit rien. Et dans le cas du mensonge, oui, même en sachant que ce n'est pas
quelque chose de réel, même en ayant par ailleurs... Donc, en fait, tu veux dire qu'on peut avoir deux attitudes contradictoires. Un jugement dont je connais l'objet et dont je pense qu'il est le cas, et une supposition qui dit absolument le contraire et que je maintiens. Oui, c'est absolument possible, ça. C'est ça, en tout cas, qui constitue le ressort, selon lui, du mensonge. Oui, bonjour et Bonjour. merci. Ça marche, c'est bon. Oui, je voudrais que vous reveniez juste sur la slide d'avant, je crois. Et si ça vous embête pas de développer un tout petit peu, alors pas celle-ci, juste celle d'après. Celle-là. Voilà. Oui, c'est... Non, oui, si. C'est seulement former la pensée que P et Q. Alors ça, voilà, si vous pouviez juste former l'assumption Oui, bien sûr. que P... C'était une manière peut-être un petit peu maladroite et rapide de résumer la sorte de critique que l'on pourrait faire de la pensée de Valk. Hein. De Valk essaie de réduire toute assomption à la considération que P, hein, c'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre d'une simple représentation. Mais dès que l'on, si vous voulez, dès que l'on se met à examiner ce que c'est que considérer P, il est très difficile de ne pas faire réapparaître des considérations plus complexes. Hein, c'est-à-dire que si je forme une assumption à propos d'un prédateur, est-ce que je peux la ramener à la considération du prédateur? Hein, ça serait ça la position de Valk, tout court. Oui, je peux le faire. Mais vous voyez, comme je disais, en quoi est-ce que c'est différent d'une représentation? Et d'une autre manière, même dans le langage ordinaire, vous voyez, nous le voyons, lorsque nous disons « considérons ceci », nous ne faisons jamais que considérer ceci. Nous sommes très vite en train de considérer que ceci est de cette sorte ou à telle relation, c'est-à-dire que considérant P ou que P, j'en suis très vite à me demander si P n'est pas Q, ou etc. C'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble d'affirmations ou de négations qui sont naturellement mobilisables. Et on pourrait bien sûr, dans certains cas, dire que considérer P est possible, mais on n'apprendrait pas grand-chose. Vous voyez, en quoi ça serait finalement une assumption utile? Ça serait une assumption complètement abstraite et factice, hein, si j'ose dire. Bonjour, je suis par ici. Ah, bonjour madame. Est-ce que dans vos travaux, vous traversez parfois, ou est-ce que vous avez eu l'occasion de traverser les recherches de l'école et des groupes de Bourbaki sur la topologie, faisant référence aux travaux psychanalytiques autour de l'époque des années 30 à 50? Non, pas... Est-ce que le concept de topologie peut résonner par rapport à vos recherches? Ah oui? D'accord, merci. Je ne peux pas vous répondre, je Non, ne suis pas compétent en fait. Merci. Oui, je peux peut-être dire un mot, si profiter des quelques minutes qui restent. La difficulté de la notion d'assomption, considérée comme quelque chose de plus ou moins primitif, c'est qu'on se demande si ça ne va pas basculer, se réduire à quelque chose d'autre parmi ce qu'on a déjà. Et je vois deux choses, en particulier le jugement, parce qu'on peut considérer que l'assomption, c'est la simulation du jugement, puisqu'on a commencé par les exemples ordinaires d'enfants qui fait semblant, qui fait comme si, etc. On peut faire comme si plein de choses. On peut faire comme si on jugeait une certaine chose, alors qu'on ne la juge pas, mais c'est pour le besoin d'une démonstration, etc. Donc on a tout à fait la possibilité de considérer que ce qui est primitif, c'est le jugement, où on s'engage, effectivement, vis-à-vis d'un état de choses, qui est le contenu, disons, du jugement, et on peut considérer que l'assomption, c'est... On a une petite opération en plus, qui est le faire comme si, qui fait que c'est pas réel. Donc ça, c'est une première possibilité. L'autre possibilité, c'est en deçà de l'assomption, si on admet une attitude comme le entertaining, la considération. Je n'emploierai pas considération simplement à cause de cette idée qu'on peut considérer un objet. Entertaining, ce qui est clair dans l'emploi que font les anglo-saxons, c'est que le contenu doit être propositionnel.
Et donc si on a cette attitude de prendre en considération, enfin considérer le fait que P ou quelque chose comme ça, une attitude neutre qui existe, donc qui n'implique pas une prise de position, donc on est tenté évidemment, si on a déjà ça, de dire bon, bah, l'Assomption, ça n'est que ça n'est pas vraiment une attitude au sens où c'est quelque chose qui est en deçà, disons, des attitudes, où c'est l'attitude absolument minimale qui fait partie, qui accompagne toujours le jugement et les autres vraies attitudes, mais on n'a pas besoin de quelque chose en plus qui serait l'Assomption. Moi, je pensais que l'Assomption prenait la place de l'entertaining, que c'était l'idée que l'entertaining, c'est pas simplement cette espèce d'ingrédient de toute attitude vis-à-vis d'une proposition, qui est simplement la saisie de la proposition, disons, mais je pensais que l'idée d'Assomption, c'est que c'est quelque chose en plus, c'est plus une attitude à part entière. Mais si on se donne l'entertaining, et vous avez eu l'air de suggérer que c'est le cas, qu'on a ça en plus, qu'on a ça et on a l'Assomption, on a les deux, à ce moment-là, c'est difficile de maintenir un rôle pour l'Assomption si on a également cette chose. Moi, j'aurais pensé que l'Assomption devait prendre la place de l'entertaining. Oui, d'une certaine manière, c'est le cas. Hein, ou plutôt, l'entertaining est une sorte de cas limite de l'Assomption qui a une fonction beaucoup plus, disons, de capture des propositions. J'espérais le montrer après en montrant comment les critiques de Husserl sont erronées, Husserl tente de réduire l'Assomption meinongienne à des considérations d'ailleurs. Et pour ce que vous avez dit au tout début, Meinong le nierait, hein, c'est-à-dire que pour lui, il y a bien une dimension. En jouant, on peut simuler un jugement, mais ça signifie qu'en fait, on note la conviction du jugement, et pour lui, il y a une transition possible de l'Assomption au jugement. Hein. Une Assomption, c'est un jugement dépourvu de conviction, ou bien un jugement, c'est une Assomption à laquelle on a rajouté la conviction, si vous voulez. Mais la question, c'est est-ce qu'on peut considérer que la conviction, c'est quelque chose qu'on annule? On a le jugement qui a son incrément de conviction, on enlève la conviction par une opération supplémentaire correspondant à cette idée de faire comme si. Pour lui, en apparence, oui. Dans la réalité profonde de sa doctrine, non. Si vous voulez, c'est-à-dire l'Assomption est fondamentale. Et elle ne peut pas, si vous voulez, consister en l'annulation du jugement. Parce que c'est ce qui permet d'appréhender les états de choses. Il y a un ensemble de positions dont j'ai essayé de montrer des aspects. Mais alors, peut-être dans des recherches prochaines, peut-être qu'on montrera que c'est le cas, mais chez lui, en tout cas, non. C'est une attitude authentique et fondamentale. Ben, merci beaucoup. Merci à vous.